Bienvenue dans ce nouveau café de l'INAS. Dans de précédents cafés de l'INAS, nous avons déjà eu l'occasion de parler du concept d'éducation fondée sur des données probantes. De manière générale, il s'agit d'une approche qui permet de valider des pratiques pédagogiques via des recherches de terrain menées avec des enseignants et des élèves. C'est assez intéressant parce que ça permet de fournir aux enseignants des idées de pratiques dont l'efficacité réelle sur l'apprentissage des élèves ou sur d'autres variables comme les comportements des élèves a été démontrée. Toutefois, le développement de ce type de pratique par les enseignants qui désirent s'y former ne va pas forcément de soi. Et pour discuter de ces questions, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marina Tual, maîtresse de conférences en psychologie cognitive au laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant à l'INSPE de Paris et à Sorbonne Université. Et nous accueillons aussi Laurent Lima, maître de conférences en sciences de l'éducation au sein du laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte de l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Laurent et Marina. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Marina, Laurent, à votre avis, que peut apporter l'éducation fondée sur des données probantes aux enseignants? J'y vais. Eh bien, les enseignants sont confrontés tous les jours dans leur classe à de nombreux problèmes auxquels ils tentent de répondre, mais souvent ils se posent beaucoup de questions sur comment améliorer leur pratique et comment améliorer les résultats qu'ils obtiennent avec leurs élèves. Or, on dispose maintenant de très nombreux résultats de recherche dans de très nombreux domaines liés à l'éducation qui permettent de proposer des solutions aux enseignants. L'avantage des données probantes, c'est qu'elles permettent aux enseignants de savoir qu'effectivement, ces propositions sont fondées sur des recherches qui ont démontré une efficacité auprès des élèves. Ces recherches, elles incluent aussi des données, des informations sur quels sont les élèves qui ont été ciblés, avec lesquels ça peut fonctionner, avec lesquels ça fonctionnera moins bien. Elles peuvent aussi apporter des solutions pour des types d'élèves particuliers ou pour des contextes particuliers. Et donc, avoir accès à ces informations, ça permet aux enseignants d'avoir un panel de solutions à disposition dans lesquelles ils peuvent piocher pour répondre aux difficultés, aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur classe. Ok, donc ça augmente leurs possibilités finalement, leur boîte à outils pour essayer de résoudre les problématiques concrètes auxquelles ils sont rencontrent confrontés tous les jours dans leur classe, oui, tout à fait. Oui, et puis c'est vrai que la formation des enseignants est assez brève, notamment en France. Et donc, c'est important justement de pouvoir leur faire connaître ces données qui apportent de nouvelles solutions et en effet qui permet d'enrichir leur pratique parce qu'il y a des résultats qui sont assez récents, notamment pour les élèves en difficulté, qui peuvent aider les enseignants pour faire progresser ces élèves. Ok, donc on voit bien que ça fournit quand même des idées intéressantes, mais comment on fait alors? Est-ce que c'est si facile que ça finalement d'y former des enseignants qui souhaitent se former à ces fameuses pratiques fondées sur des données probantes? Est-ce qu'il suffit, entre guillemets, je caricature un peu, on a une base de connaissances issue de la recherche, est-ce qu'il suffit de les réimplanter sur le terrain? Comment on fait ça? Alors, il y a deux difficultés majeures. Le premier, c'est l'accès à ces données, particulièrement aussi dans les pays francophones, parce que la recherche se fait en anglais, il y a beaucoup de résultats publiés en anglais. Donc, il y a cette première difficulté, c'est comment y accéder, comment en fait on fait. Donc, il y a des initiatives qui sont mises en œuvre actuellement, notamment en France avec le programme ID. Alors il y a des chercheurs qui diffusent, mais il y a aussi des organismes qui essayent de mettre à disposition, mais c'est encore récent. Ça, c'est le premier problème. Comment accéder à ces données Et puis le second, c'est une fois qu'on a des résultats de recherche, comment on fait pour que ça ait un impact sur nos pratiques pédagogiques et que ça les rende plus efficaces.
Oui, oui. On peut quand même dire qu'il y a beaucoup de recherches qui se sont intéressées au transfert de données probantes issues de la recherche vers les pratiques de classe et qui montrent, et en particulier sur des programmes à grande échelle, et qui montrent qu'en général, ça ne fonctionne pas. Mhm. Donc ça, je pense que c'est intéressant de le savoir parce que ça montre que justement ce transfert, il est plus complexe qu'on ne le pense en général. D'accord, et c'est ce qui amène plusieurs auteurs, dont vous, à parler d'une notion assez intéressante, c'est la science de l'implémentation. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça peut nous aider justement à résoudre ce problème de transfert que vous évoquez? Les sciences de l'implémentation, c'est justement tout un ensemble de travaux qui s'intéressent à ce processus de transfert. Alors, au départ, ça vient de la médecine, hein, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les médecins ne respectaient pas les recommandations qui étaient faites par les organismes médicaux. Et ça pose des questions, puisqu'ils sont supposés le faire. Et donc, on s'est intéressé à quelles étaient les conditions pour que des résultats issus de recherche se transfèrent dans des pratiques, que ce soit en médecine, hein, mais aussi dans d'autres domaines. C'est passé par la psychologie et c'est arrivé jusqu'à l'éducation. Donc, c'est un ensemble de sciences qui vont se pencher sur les conditions qui permettent ce transfert. Et puis, ça a produit un certain nombre de résultats qui me paraissent très intéressants. Justement, lorsqu'on s'intéresse au passage de données probantes issues de la recherche vers des pratiques, qui sont d'abord que ça implique une modification non pas que d'un acteur qui serait l'enseignant dans sa classe, mais ça implique une modification d'ensemble du système qui doit faire en sorte qui doit modifier les conditions et qui vont permettre à l'enseignant dans sa classe justement de pouvoir avoir l'opportunité de mettre en œuvre de nouvelles pratiques. Ça a produit des résultats intéressants quant au fait que ça montre que c'est un processus, et donc un processus qui va prendre du temps, qui demande du temps. C'est un processus qui demande aussi un ensemble d'outils de pilotage, et en particulier une boucle de rétroaction dans laquelle on va évaluer comment la pratique permet de faire évoluer les performances des élèves. Et donc, une façon de s'approcher de la pratique telle qu'elle a été conçue dans la recherche, c'est de regarder si on atteint les mêmes résultats. Et donc, pour ça, il faut aussi évaluer ce qui se passe dans les classes. Et puis, ça a surtout, moi, ce qui me paraît très intéressant, ça a surtout montré qu'il y avait des formes il fallait accompagner les enseignants, et que donc, ça passait par des formes de formation elles-mêmes efficaces. Oui, c'est ça. Et donc, finalement, ce que vous décrivez là, c'est un peu une espèce les ingrédients clés, finalement, d'une bonne formation pour favoriser l'adoption de nouvelles pratiques par les enseignants et de vérifier, finalement, si elles produisent bien les effets escomptés. C'est assez différent, finalement, de certaines formes de formation qu'on retrouve assez courtes, par exemple, sans accompagnement sur le terrain. C'est vrai que traditionnellement, parce que aussi c'est plus facile à mettre en œuvre, on fait des formations dans une salle, voilà, on va discuter des pratiques pédagogiques. À la rigueur, on peut montrer une vidéo, mais ces formations, en fait, elles vont rarement jusque dans la classe. Or, on s'est rendu compte que pour avoir un impact, en effet, il fallait accompagner les enseignants jusque dans cette mise en œuvre dans un environnement complexe. Et justement d'aller, comme tu disais Laurent, avec des observations dans la classe pour pouvoir vérifier que les gestes pédagogiques produisent bien les effets escomptés. Voilà. L'idée, c'est pas de faire de la vérification, c'est vraiment de faire de l'accompagnement des enseignants en leur apportant un regard un peu extérieur sur la façon dont ils mettent en œuvre une nouvelle pratique et en leur apportant des conseils pour aller vers la pratique experte, hein, pour les accompagner jusqu'à cette pratique experte. Et si on regarde les travaux sur l'efficacité de la formation, il y a quatre ingrédients majeurs qui ressortent de ces travaux. C'est on a besoin de connaissances sur la nouvelle pratique, donc il faut former offrir ces connaissances aux enseignants. 2, il faut qu'on leur montre comment ça fonctionne. Donc déjà dans le cadre de la formation, il
Il faut ensuite qu'on les... J'ai dit 4, donc il faut que j'en trouve 4. Hein. Pour l'instant, j'en ai 2. Le troisième, je vois tout de suite, c'est que c'est exactement ça. C'est qu'il faut qu'on accompagne jusque dans la classe les enseignants, hein, qu'on leur offre une forme de coaching, de tutorat. Alors, ça peut être sous forme d'experts qui viennent dans la classe et qui vont faire du conseil. Ça peut être aussi des observations croisées avec des enseignants qui participent au même type de formation, et qui vont pouvoir apporter un regard à leurs collègues. Et 4, il faut ce processus d'amélioration continue pour aller vers la pratique experte. Ok, super. Mais donc en fait, finalement, il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça pour le bien des élèves, si je comprends bien, Marina. Oui, parce qu'en effet, il y a des recherches qui montrent qu'il y a des pratiques pédagogiques qui sont plus efficaces, notamment pour faire progresser les élèves en lecture. Et l'enjeu de réussir en fait à ce que les enseignants puissent s'approprier ces pratiques, il est important parce que dans le système éducatif, aujourd'hui, on a encore beaucoup d'élèves qui sortent notamment du système éducatif avec des difficultés de lecture importantes, voire certains qui ne parviennent pas à lire en sortant du système éducatif alors qu'ils y ont passé 10 ans. Donc je crois qu'on doit se poser cette question d'efficacité pour ces élèves notamment. Et l'enjeu, c'est quand même de réussir à ce que ces élèves puissent bénéficier des meilleures pratiques pédagogiques possibles. Eh bien, merci beaucoup, Laurent et Marina. On perçoit bien l'importance, finalement, de se poser des questions sur les ingrédients clés d'une bonne formation, finalement, pour se former à des pratiques plus équitables pour nos élèves. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet enregistrement. Pour en savoir plus sur la science de l'implémentation et la formation des enseignants, notamment aux pratiques fondées sur des données probantes, vous trouverez différents liens sous cette vidéo, dont des articles rédigés par nos invités. Merci pour votre attention.